Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE, que ce soit les Weekly, Monday Night Raw, SmackDown, la NXT, mais aussi les pay-per-view quand c'est l'heure des grands pay-per-view, des grands événements de catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour le show le plus pétillant, le plus paillette, le plus gros événement d'Arabie Saoudite, Super Showdown. Pour m'accompagner, l'homme fort de Catch Up, Chris. Comment ça va, tonton Chris? Oh, salut à toi, ignoble Ringside. Salut à toi, peuple de Catch Up. Ça va bien? La pêche. La pêche à mort. La pêche à mort. Un peu de coronavirus dans les veines, pardon, mais tout va bien. Alors, comment ça se passe à l'EHPAD, sinon? Tes nouvelles de Sting? Ah, ça commence fort. C'est très bon. Ah, je te jure, de Ric Flair surtout, quoi. De Ric Flair. Okay. Ah, ouais. Ric Flair, il est au taquet à l'EHPAD, hein, ça fait plaisir, hein, franchement. Ouais, il paraît qu'il a eu toute une cargaison de nouveaux pantalons qui sont à sa taille cette fois-ci. Ah ouais, puis j'adore le matin quand il descend à la salle de cantine au petit déjeuner, là, dans son peignoir et tout. C'est le kiff intégral avec Rick. Ah, c'est chouette. C'est chouette. On s'éclate. Okay. Alors, tu nous as fait une petite escapade chez les amis du Fatal 4-Way ou de la Triple Menace. Oui, tout à fait. Cette semaine. Oui. Voilà, c'était très bon. Une excellente émission pleine de punch. N'hésitez pas à aller l'écouter, les amis. Hein, c'est sur YouTube. Hein, vous cherchez le Fatal 4-Way ou le Triple Menace. On vous mettra peut-être un lien sur notre page YouTube. Ouais, dédicace à l'équipe du Fatal 4-Way. Ils m'ont très bien accueilli. Bon, j'ai un peu tout pété dans le studio à la fin. Et d'ailleurs, ils ont été obligés de couper, quoi, parce que j'ai fracassé les tables, les portes, voilà, quoi. Je leur ai jeté des trucs dessus. Voilà, ça s'est un peu terminé dans le chaos. Mais bon, l'ingé son a été obligé de stopper net tout ça. Mais c'était vraiment super sympa. Donc, big up aux jeunes. Big up aux jeunes, oui. Bon, la censure frappe toujours de temps en temps. Ouais. Mais que veux-tu, hein, c'est ça aussi le monde du catch. Voilà, donc allez checker un peu les amis du Fatal 4-Way. Vous ne serez pas déçus. On est là pour quoi? On est là pour Super Showdown, c'est ça? Ouais, il paraît, ouais. Aïe, le show en Arabie Saoudite, celui que vous pouvez regarder en fin d'après-midi en prenant votre goûter vers 18h. Pour le plaisir du prince, une carte de près de 10 matchs phénoménaux. On met les petits plats dans les grands parce qu'il y a un déluge de pyromanie, de feux d'artifice tout au long du show. Ah ouais, c'est un truc de fou, ça. Un truc de malade. Les championnats sont défendus, championnat du monde, championnat universel, les championnats par équipe de Raw, de SmackDown, le championnat féminin, même les femmes maintenant, ils y seront. Tous les shows, j'ai envie de dire tous les ans, mais il y a 2 shows par année, donc c'est biannuel, on va dire. Et Mansour qui fait son apparition. Voilà un beau programme, très alléchant. Je vous rappelle qu'il y a Goldberg qui doit affronter The Fiend et Brock Lesnar doit affronter l'Indie Darling Ricochet. On va voir tout ça, des Dream Match. Alors, bon, il y a évidemment, comme tout bon pay-per-view qui se respecte, un kick-off. Uh-huh. Le kick-off oppose The OC, Luke Gallows et Karl Anderson aux Viking Raiders, donc 2 tag teams d'anciens champions, qui s'affrontent dans un match de 10 minutes qui voit la victoire des OC. Je vais te laisser parler de ce match brièvement parce que moi, je ne l'ai pas vu. Bah écoute, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'était un match de weekly, donc moi voilà. je vais avoir cette impression à quelques occasions durant cette review. Mais voilà, donc on a eu droit à un match de weekly en kick-off d'un pay-per-view à 50 millions de dollars. Donc écoute, c'était un match totalement oubliable que j'ai déjà oublié. Voilà, les OC gagnent avec le Magic Killer à la fin, dans une ambiance totalement absente. Et puis je vais le dire tout de suite, comme ça sera évacué. Je déteste totalement dans ces shows de l'Arabie Saoudite le ringside.
Je trouve horrible le fait d'avoir une tribune, d'avoir un ringside VIP, tu vois, avec des gens qui sont en mode rien à foutre, qui se contentent de passer leur temps à faire des allées et venues, à ramener des sacs de junk food, et à part juste 3-4 mômes qui de temps en temps lèvent les bras, ce qui crée une ambiance, je trouve, assez catastrophique. Et vraiment, je déteste ça. Je trouve ça vraiment laid. Et donc le kick-off annonçait bien la couleur là-dessus. Ouais, effectivement, grosse petite ambiance tout au long du show. On avait l'impression qu'il n'y avait même pas de personnes dans l'arène, quoi. On voyait que le parterre, le carré haut. Ouais. On n'a pas trop vu les gradins. Je me demande même s'il y avait des gradins dans ce match, dans ce stade-là. Ouais, le Mohamed Abdou Arena on the Boulevard. On n'est même pas dans un stade, on est dans une arena. C'était peut-être beaucoup plus petit que ce qu'on pensait, hein, cette salle. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'ils étaient sold out. Ouais. Mais bon, ils sont pas chers les billets là-bas. Mais bon, on sait pas comment que ça fonctionne dans ce pays-là. Avoir toutes les pompes du royaume ringside, c'était laid, quoi. Franchement. Ouais, ça c'est faut mettre des fans, bordel, à cet endroit-là, quoi. Tu mets pas les pompes, quoi. Tu mets pas la loge 5 étoiles devant le ring, quoi. C'était vraiment, alors là, vraiment pour moi, c'est une faute de goût, quoi. Tout juste s'ils faisaient pas leur merguez autour du ring. Bon, donc un kick-off complètement oubliable. Ouais. On enchaîne avec le premier match, qui est un gauntlet match, en fait, pour gagner le Tuwek Mountain Trophy, hein, un beau trophée à l'image d'une montagne locale. Couleur gilet jaune. Voilà. Gilet jaune, c'est assez original. Ouais. Ça représente la persévérance et la sportivité, je crois. Bref. Au programme, donc, un gauntlet match, donc c'est-à-dire que il y a un adversaire, enfin, il y a un catcheur qui arrive dans le ring, il y a un adversaire qui arrive, le premier qui gagne, et il a le droit de gagner il a le droit d'affronter l'adversaire suivant, pardon. Et ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une personne dans le ring. Alors, on démarre avec R-Truth. R-Truth qui a le droit à une belle émission là sur le network W 24 heures là. Oui, je l'ai vu. W24, R-Truth qui retrace sa carrière, très intéressant, je vous le conseille. Comme tous les documentaires du WWE Network, hein. Généralement c'est toujours très bon. Il y a cette série là sur la Ruthless Aggression aussi, ERA. Ouais. C'est-à-dire l'ère de John Cena, hein, en quelque sorte, qui a commencé à l'instar de ce qu'ils avaient fait sur l'attitude ERA. C'est très très intéressant aussi. Bref, R-Truth affronte Bobby Lashley, le Almighty, qui vient avec sa gonzesse Lana, qui est habillée locale. Hein, elle a le foulard sur la tête, des pieds à la tête, elle est emballée. Bon, elle vient sous le titre en ton, puis elle s'en va. Elle reste pas. Bobby Lashley débarque, il domine complètement R-Truth. Jusqu'à ce qu'il loupe un spear, se mange le poteau, et R-Truth lui place un roll-up des familles, pied à portée, qui permet la victoire surprise de R-Truth. On enchaîne avec, je crois que c'est Eric Rowan qui vient en deuxième. C'est Andrade. Andrade, le champion US qui débarque. Andrade qui va aussi dominer Lashley, mais à un moment donné, il va tenter son coup de pied avec coup de coude retourné, mais il loupe la prise et c'est les deux têtes qui se télescopent, entre R-Truth et Andrade. Andrade sonné, il tombe par terre, R-Truth tombe par terre aussi, mais il tombe sur Andrade. Andrade qui est vraiment sonné, qui n'a pas l'idée de lever son épaule. Le décompte est fait. 1, 2, 3, victoire d'R-Truth. On enchaîne avec cette fois-ci Eric Rowan, qui lui va se faire disqualifier en utilisant les escaliers de fer sur R-Truth, parce qu'on a fait tomber sa petite bête qui est toujours dans sa cage là. Du moins on a fait tomber sa cage, hein, parce qu'il n'y a rien dans cette boîte, hein, pas nous la faire à l'envers non plus. Donc victoire de R-Truth. Et voilà qu'arrive AJ Styles. AJ Styles qui a un R-Truth qui est quand même très très diminué. Donc AJ Styles, il est en mode house show, hein, il se moque de tout le monde dans le public, il met des coups de pied en traître à R-Truth et il finit par le faire abandonner avec sa prise de soumission, le calf crusher, si je dis pas de bêtises.
Voilà, R-Truth rentre à la maison. Le suivant, c'est censé être Rey Mysterio. Bouyaka, hein, on voit le Titantron qui s'anime, mais il n'y a personne qui sort. AJ Styles rigole, il a un plan. Et oui, Rey Mysterio est en train de se faire démonter la gueule par aussi Luke Gallows et Karl Anderson, les acolytes d'AJ Styles. Il se fait démonter dans le vestiaire et on apprend qu'il ne sera pas apte à affronter AJ Styles. Donc AJ Styles demande à être déclaré gagnant. Il lance un décompte par l'arbitre. Hein, on est au bout de 10. AJ Styles sera gagnant. C'est parti pour le décompte. Et là, on a de nouveau la caméra qui nous éclaire dans les backstage. Et là, c'est cette fois-ci Luke Gallows qui est en pleurs par terre. Karl Anderson qui arrive, s'écrase au sol. Visiblement, il a été battu. Et on voit des jambes, un pantalon de cuir, une veste en cuir. Il y a peu de doute, c'est l'Undertaker qui débarque au ring avec son entrée sous les lasers, cette fois-ci. L'Undertaker qui arrive au ring, il sera l'adversaire surprise d'AJ Styles pour terminer ce gauntlet match. Non seulement l'adversaire surprise, mais le vainqueur, puisqu'avec un chokeslam, il met à terre AJ Styles, c'est le compte de 3. L'Undertaker surprise, gagnant du gauntlet match pour le Two-Way Mountain Trophy. Voilà, on démarre le show avec une surprise. Ça t'a plu ? Ouais. Bon, alors déjà, le booking du match, 4 heals dans un gauntlet match avec 6 catcheurs où tu as 4 heals pour 2 faces. Bon, déjà, j'ai trouvé que c'était bizarrement équilibré, le booking du match. Ouais. Donc, assez surpris de voir R-Truth être aussi dominateur, finalement. Même si bon, il a placé des roll-up, Rowan s'est chopé une DQ, etc. J'ai bien aimé le passage avec AJ Styles qui a bien taunté. Alors, t'as parlé du 24 là du documentaire, mais vous y découvrirez que AJ Styles et R-Truth sont très copains. Et donc du coup, c'était d'autant plus drôle finalement de les voir s'affronter comme ça. Alors après, concernant toute l'affaire de l'Undertaker là. Bon, alors c'était une surprise sans en être une, parce que déjà ça faisait 3 jours que sur tous les sites tournaient des trucs comme quoi l'Undertaker avait été vu dans le shopping center de Riyad, l'Undertaker avait été vu mangeant un couscous, l'Undertaker avait été vu manger des enfants du côté d'une place de Jeddah. Enfin, bref, l'Undertaker avait envahi l'Arabie Saoudite, quoi. Et si vous avez bien écouté Peuple de Catch-Up pendant au moins 10 minutes du match, du Gauntlet match, on entendait le public gueuler Undertaker, 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 quoi. Donc bon, moi je veux bien qu'on dise surprise, surprise, mais moi j'ai pas trouvé qu'il y avait finalement une surprise si énorme que ça. Et alors pour le coup, j'ai trouvé l'entrée assez phénoménale, assez fracassante de l'Undertaker, l'entrée en elle-même. Avec une pyro totalement incroyable, quoi. Tous les lasers et tout, c'était un truc de fou, quoi. Mais alors, moi j'ai une question, c'est aviez-vous déjà vu l'Undertaker finir un match sur un chokeslam, en plus un chokeslam qui n'était pas d'une qualité extraordinaire. Moi, de mémoire de suiveur, je crois que je n'avais jamais vu l'Undertaker finir un match sur un chokeslam, avec le chapeau, avec le manteau, avec la totale, quoi. Et alors, il a même pas enlevé son chapeau. Il a même pas pris, il s'est même pas fait chier, ouais, à enlever tout son cosplay, quoi. C'était même pas la peine. Et alors, moi, ce qui m'a fait, hurler de rire, quoi, ça a été la sortie du ring, quoi, quand il est passé devant le trophée. Parce que là, quand j'ai vu son regard sur le trophée, et là, dans ses yeux, j'ai lu, oh merde, mais non, mais je peux pas ramener ça à la maison, quoi. Non, mais si je fous ça dans le salon, Michel, elle va me piquer une crise, elle va m'égorger sur place, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais, Marc? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Vraiment, il avait vraiment pas envie de se faire chier avec le trophée du Two-Way Trophy, je sais pas quoi. Et voilà. Franchement, enfin, ça m'a pas emballé, ça m'a pas, même le match, c'était sympa. On va dire que heureusement qu'il y avait R-Truth, heureusement qu'il y a eu les tones de AJ Styles, parce que finalement, moi, j'ai trouvé ça assez quelconque. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'embarquer sur ce match, quoi. C'était voilà. Bon voilà, l'Undertaker est vainqueur. Bon ok, d'accord. Ouais,
L'exécution était pas terrible, hein, honnêtement. Ça commençait assez bien avec le Lashley contre Artruth. Ouais, ça c'était Bobby plutôt. Lashley a bien catché, je trouve. Et puis après, c'était assez approximatif. Hein. Le match avec le passage avec Andrade, c'était pas terrible. Leur finish à la fin, là, il était assez mal foutu. Ouais, et puis si tu veux, quelque part, vu le booking du match, tu pouvais, vu que c'était R-Truth qui commençait, qu'il y avait 4 heals, on était quasiment obligé de se dire que R-Truth allait gagner au fur et à mesure, de toute façon, au départ du match en tout cas, quoi, puisqu'il y avait 4 heals. Donc c'était vraiment bizarre, le booking était vraiment étrange, quoi. Je comprends pas, quoi. Tu pouvais pas. Tu pouvais pas t'attendre à des surprises particulières, etc. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas compris ce booking, quoi. Donc ça m'a pas emballé, quoi. Hein. Ça m'a vraiment pas emballé, quoi. Le passage avec Roy n'était pas exceptionnel non plus. AJ Styles, visiblement, pour l'instant, il peut pas catcher. Hein, donc, on sait qu'il est blessé à l'épaule. Donc, il a quasiment rien fait contre Artus à part lui mettre quelques coups de pied et insulter la foule. Ouais, et puis un peu danser, quoi. Voilà, il a dansé. Oui, c'était marrant. Ça, on voyait AJ Styles danser. Puis il a porté sa prise de soumission. Ça s'est arrêté là. L'Undertaker arrive. Apparemment, il est pas non plus en grande forme. Un chokeslam, c'est fini. Voilà, on a un peu pallié au fait que les mecs qui étaient censés faire le spectacle étaient blessés, donc ça donne un truc un peu bizarre. Et puis les autres qui étaient là pour vraiment faire le déroulé du match, ils ont pas brillé particulièrement, donc au final c'était assez moyen. Ouais. Et assez long, hein, la foule s'est endormie. Hein. C'était long, et puis il y avait pas d'ambiance, Ça. Heureusement qu'il y a eu AJ Styles, et puis après l'arrivée de l'Undertaker. Il faut rendre à César ce qui appartient à l'Undertaker. Voilà, quoi. Heureusement, son entrée a remis de l'ambiance dans la salle, parce que qu'est-ce que c'était mou, qu'est-ce que c'était morne. Oh là 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 là. Et ça va pas s'arranger avec le match suivant. John Morrison et le Miz en route pour affronter The New Day pour les titres de SmackDown, titres tag team. Alors, ce match a duré 13 minutes 15 et après, il y a un gros spot de Kofi Kingston qui tombe à l'extérieur du ring là sur le dos. Alors, je sais pas si c'est qui l'attrape pas ou qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais là, il y a eu un problème là. Il a failli se tuber, hein. Mais ouais, non, mais attends, moi, j'ai pas compris, hein. Franchement, je me suis dit, c'est pas possible, c'était pas prévu ça. Ouais, non, ça c'est des spots qu'on fait dans l'indie quand on est fou, mais pas quand on est Kofi Kingston, quoi. Je pense qu'il y a eu une petite merdouille du Miz qui a pas réussi à l'attraper, hein, mais. Ah bah moi aussi, hein. Moi je suis convaincu que là il y a eu une incompréhension entre les deux catcheurs là et non, c'était pas possible qu'il tombe, il est tombé plat dos comme ça, quoi. Enfin vraiment un truc qu'on voit hyper rarement à la WWE en plus, je veux dire, quoi. Donc c'est ça. Du coin, du haut de la troisième corde, saute à l'extérieur du ring sur le dos et il s'écrase au sol comme une merde. Ça c'est pas des trucs à faire. Et bien d'ailleurs, hein, c'est bonne leçon pour Kofi Kingston et Big E puisqu'ils vont perdre le match. John Morrison met un coup de chaise en traite à Kofi et le Miz en profite pour faire un roll-up avec tirage de slip. Et Morrison et le Miz sont les nouveaux champions de SmackDown. Retour gagnant pour John Morrison, The Miz aussi. Il turn paye, le voilà champion à nouveau. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match sinon? Je trouvais que c'était pas trop mal ce match. C'était pas trop mal. Alors encore une fois, j'étais surpris de la victoire du Miz et de Morrison. Moi, j'aurais bien gardé dans les tiroirs la victoire de Miz et Morrison à WrestleMania dans un gros match de tag team. Ils ont décidé de les faire gagner à Super Showdown. Pourquoi pas. Écoute, moi je suis content, je l'avais déjà signalé, hein, moi je suis content je suis content de l'arrivée du Miz et Morrison dans le paysage de la Tag Team Division à SmackDown. Ça va faire beaucoup de bien au show bleu. Voilà, moi ma surprise c'était de les voir gagner à Super Showdown. J'avoue que ça, pour le coup, ça a été un des rares trucs de la soirée qui m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à cette victoire Ouais, non, je m'attendais vraiment pas. Moi, pour moi, les New Day allaient gagner. Donc, écoute, c'était une surprise, pas désagréable. Pour le coup, c'était un match pas mauvais. C'était pas, ça m'a pas fait rêver, mais c'était un match pas mauvais, quoi. Pas mauvais, pas bon non plus. Alors le Miz qui fait à la Daniel Bryan, faut arrêter, hein, parce que ça se termine
en coup de cuisse, quoi. C'est une running cuisse. Je sais pas comment on dit cuisse en anglais, mais c'est pas crédible. Hein. C'est tout ce que j'aurais à dire sur ce match que j'ai regardé du coin de l'œil. Voilà, bon, effectivement, victoire surprise de Morrison et de Lemise. On enchaîne, retour à Monday Night Raw. On se retrouve en weekly. Angel Garza contre Humberto Carrillo. Un match de 9 minutes qu'on a déjà vu et revu et revu. Victoire d'Angel Garza, donc je sais pas, t'as quelque chose à dire là-dessus? En fait, tu l'as dit, c'était un match de weekly totalement inutile. Je ne vois absolument pas ce que ça foutait là. Alors là, je n'ai strictement rien contre Garza et Carrillo, quoi. Je ne les mets absolument pas en cause. Ouais, mais le match avait rien à faire là. Voilà, le match avait rien à foutre là. C'était un match de weekly, voilà, point barre, hein, c'est tout, quoi. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'intérêt. Ça ne profite ni à l'un ni à l'autre. Voilà. Next. Ouais, next. Bah oui, tant qu'à faire, ils auraient peut-être pu faire une triple frite avec Mysterio, hein, tant qu'on était là. Mais non, voilà, ça c'était vraiment une programmation de house show. On enchaîne avec un championnat tag team à nouveau. Seth Rollins et Murphy affrontent les Street Profits. C'est Rollins et Murphy qui sont les champions. Et donc, on a un match encore une fois qu'on a déjà vu et revu. 10 minutes 40 de match, victoire de Seth Rollins qui place, de Murphy, je crois, après que Seth Rollins s'est placé un curb stomp en traître sur un des deux Street Profits. Sur Dawkins. Sur Dawkins, voilà. Belle performance de Dawkins. Mais bon, tout ça, on l'a déjà vu à Monday Night Raw. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... pas tout à fait, parce que c'était la première fois qu'il y avait une défense de titre. Je crois que c'est le tout premier title shot des Street Profits dans le cadre du Tag Team Championship d'Euro. Hein. Ouais. Pour ça, c'était une nouveauté, on va dire. D'accord. Après, encore une fois, hein, j'ai bien peur de me répéter encore et encore durant cette review, mais encore une fois, c'était un match moyen. Alors que j'ai kiffé le Rollins versus Montez-Ford de Raw le lundi. Oui. Et là, je sais pas ce qu'ils avaient, les mecs, quoi, mais... Le jet lag. Ouais, le jet lag, ouais, peut-être, c'est pas impossible. Mais au final, je les ai pas trouvés dedans. J'ai trouvé limite que Rollins était un peu en mode rien à foutre, quoi. Et puis encore, ça plombe, hein, mais voilà, un public totalement absent pendant ce moment-là. Et puis c'est terrible le visuel, c'est terrible hein, quand tu vois que ringside ça bouge absolument pas, que tout le monde est bloqué, que ils sont juste en train de se partager leur bouffe. Mais moi ça me fout hors de moi ça. Je me dis putain mais les mecs merde vous êtes au catch quoi là, vous avez pas autre chose à faire que de bouffer et que aucune réaction, rien du tout. Enfin c'était plat. Plat, la platitude. Murphy a un nouveau costume, tiens. Oui, par contre, Murphy était un peu customisé, ouais. Ouais, ça change un peu. C'est bien parce qu'il était un peu dégueulasse, hein, son short déchiré, là. Voilà, donc, victoire des champions, hein, Rollins et Murphy. La suite au prochain numéro. Ça se termine quand même sur le commentaire de Michael Cole, déjà vu. Même eux le disent. Bon. Ensuite, c'est l'heure de la superstar de Riyad, Mansour. Peut-être le plus gros match de sa carrière. Il affronte ce soir Dolph Ziggler, accompagné de Robert Roode. Robert Roode qui manque de respect à Mansour. Hein, il cherche aussi un petit peu la bagarre. Il est expulsé du ring par l'arbitre. Et ensuite, c'est l'affrontement. Prise de tête, roulé-boulé, saut chassé. Et victoire de Mansour sur un magnifique moonsault. Ouais, as usual. 9 minutes 20 de match. La full pop à la fin quand même. Un petit speech de Mansour pour dire que Riyad c'est très bien, que la WWE et l'Arabie Saoudite, c'est fait pour durer. Et on est bien content. Voilà, c'est la création d'une superstar là, sous nos yeux. Dolph Ziggler qui était en mode house show complet. Hein. Mais en mode rien à foutre. Rien à foutre, caricatural au possible. Non, mais... Pourtant, j'adore Ziggy, hein, mais là, franchement, il était en mode, mais rien à foutre, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Et puis, alors, moi, je vais dire, mon avis sur ce match, c'est encore pire que d'autres. C'est que non, j'ai trouvé le match mauvais. Oui.
J'ai trouvé que c'était une redite de tout ce qui se passe avec Mansour sur chaque show de l'Arabie Saoudite. Il a fait exactement la même promo, c'est exactement le même scénar. Le mec, à la fin, il gagne. L'annonceur monte sur le ring, lui donne le micro, il fait moitié de promo en anglais, moitié de promo en arabe. Il a dit exactement la même chose que l'année dernière, il a dit exactement la même chose que l'année d'avant. Le mec, il catch. Le mec, il a le planning de l'Undertaker, quoi. Il catch une fois par an, il gagne à chaque fois. On ne le reverra plus. Là, les amis, n'espérez pas le revoir à NXT ou je ne sais pas où, puisque de toute façon, on ne le reverra plus, le Mansour. Et enfin, le truc, encore un truc, mais totalement inutile, sans aucun intérêt, quoi. Et puis, j'ai envie de te dire, mais les Saoudiens, ils n'ont pas la sensation de se faire prendre pour des cons, quoi. Ça fait 3 ans ou 2 ans, ou 2 ans et demi qu'on leur balance le même catcheur pour promouvoir le catch en Arabie Saoudite, où il fait exactement la même chose. Enfin bon, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ouais, surtout qu'il n'y a pas d'évolution. Alors, il est pas mauvais, Mansour. Non, il est pas mauvais, mais après, moi, je sais pas, faut pas prendre les gens pour des jambons, quoi. Les Saoudiens qui étaient dans la salle, je parle pas de ceux qui étaient en ringside, je parle pas des pontes du royaume, mais je pense que globalement, il y avait beaucoup de Saoudiens dans l'arena qui sont des gens qui regardent la WWE. Donc, ils savent très bien que Mansour, il apparaît pas de l'année, quoi, tu vois. Ils savent très bien quelle est la qualité de catch d'un Ziggler, tu vois. Et donc, voir un Ziggler en mode rien à foutre et d'une telle pauvreté, bah moi, je me dis rembourser nos invitations, quoi. Mais ils ont pas le droit de se plaindre. Il y a des gens armés dans le. Oui, c'est vrai que c'est dans le interdit. stade. C'est vrai, t'as raison. Voilà, Dans ce pays, il est interdit de se plaindre. Mansour est peut-être le futur Premier ministre de l'Arabie Saoudite, on ne sait pas. C'est peut-être un long projet politique. Voilà, donc ouais, puis c'est Mansour en plus, il n'y a pas d'évolution dans son catch et son physique non plus, donc c'est un peu dommage. En un an, il pourrait se faire des muscles un petit peu, histoire d'apparaître vraiment comme une vraie star et pas juste un rookie là. On dirait un catcheur de la All Elite Wrestling. Oh, le coup bas! Ah, le coup bas, tiens, paf, dans le les pattes. coup bas! Oh là 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 là. Bah, tu devrais aller regarder les 2-3 derniers weekly de la AEW Wrestling. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était de la super cam. Mais j'en ai vu un avec un match en cage, là. Ah ouais? Eh ben, c'était bien. Non, bon, on fera peut-être une preview de Revolution. Il n'y a pas Revolution ce soir? Ouais, c'est ce soir, ouais. Eh ben, écoute, je te propose à la fin de l'émission, si tu as le temps, on se fait un petit peu la carte, là. Un peu les pronos. Si tu veux. Mais on a encore du pain sur la planche, puisqu'on arrive au championnat du monde. Championnat du monde de la WWE. Brock Lesnar, le champion undisputed, affronte Ricochet. Ricochet, c'est quand même pas n'importe qui. Il a gagné. Il était champion US il y a pas si longtemps. Il a été champion nord-américain NXT. Il a gagné le Best of the Super Junior au Japon. Il a été champion Junior Heavyweight au Japon. Je crois qu'il a gagné le Battle of Los Angeles aussi. Champion de la Lucha Underground. Champion de la Lucha Underground. Voilà, un mec phénoménal. Eh bien, il se fait détruire en 1 minute 30 par Brock Lesnar. Il n'aura même pas l'occasion de placer ne serait-ce qu'un dropkick ou ne serait-ce qu'une petite lariat. Rien du tout. Il se fait démonter. Il prend 3-4 German suplex et puis F5 et puis c'est fini. Voilà. Voilà, rien du tout. Aucune offense. Il s'est fait violer. Voilà, c'était le passage de Ricochet dans la title picture. Ça se tient un peu KFM parlant parce qu'il est quand même assez green à la WWE, mais quand même. Bon, c'était à chier, mais alors écoute, attention, entendons-nous bien. Justement, de ma part,
malgré le fait que j'aime Ricky Labelvie, je n'avais strictement aucun espoir. Il y avait 100% de chance que de toute façon Ricky allait perdre ce match. Donc ça, c'était pas un problème. Ce n'était absolument pas un problème pour moi, ça. Tu vois. Mais par contre, moi, j'avais un espoir dans ce match. C'était que je reconnais à Brock le fait qu'il fait très souvent des excellents matchs face aux petits gabarits. Et c'est un truc, c'est vraiment un truc pour lequel je lui donne du crédit à Brock. Et j'apprécie beaucoup son attitude vis-à-vis des petits gabarits. Et il nous a sorti des très beaux matchs. Voilà, Finn Balor, Edge Styles, Rey Mysterio. Le match face à Rey Mysterio à Survivor Series était d'une grande qualité. Et j'espérais que Brock, il était dans ce mood-là, qu'il avait décidé de sortir un beau match et de donner quelques offensive moves à Ricochet pour qu'on puisse avoir droit à quelques moments spectaculaires et non pas pour qu'on puisse croire une seule seconde que Ricochet allait gagner le match, mais juste pour nous offrir un bon moment de catch. Bah non, on aura eu 3 German suplex, un F5 et puis c'était fini, quoi. Donc un match pour le championnat du monde qui se boucle en 1 minute 30 et puis retour dans le Minnesota pour aller chasser des rennes, quoi. Voilà. Écoute, ça n'avait aucun intérêt. Voilà, ce match n'aurait pas existé, ça aurait été tout aussi bien. Voilà. Ça enterre méchamment Ricochet. Ouais, c'est surtout que ça donne du grain à moudre à Giscal qui pendant 6 mois va encore pouvoir se lâcher sur Ricochet dans les émissions. Mais sorti de ça, c'est certainement le seul effet bénéfique que ça va donner à catch-up. Mais sinon, sorti de ça, écoute, ouais, c'était triste. J'ai trouvé ça triste. Ouais, parce que sur le papier, quand même, Brock Lesnar contre Ricochet, pour moi, c'est le dream match, normalement. Donc, voir un non-match, là, pour le coup, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, surtout pour un championnat. Voilà, ce serait un angle à Raw, je dis pas, mais là, en plus, au milieu d'un pay-per-view, une défense de titre, c'est pas possible de servir ça aux gens. Là, franchement, ils ont joué la paresse. C'est pas bon, surtout en cette période où on l'a pas mentionné, mais la WWE, il y a un petit peu le feu à la maison. Hein. Ils ont viré deux des responsables de la administratif là, enfin du cercle d'administrateurs, voilà, des pontes de la WWE qui ont été virés. On sait que les house shows, ça perd de l'argent à l'heure actuelle, donc ils sont obligés de faire des grosses modifications dans le booking sur ces dernières semaines. Hein, on va le voir dans la suite de notre review. Mais c'est en présentant un truc comme ça dans un match de championnat, faut pas s'étonner que les gens soient dégoûtés derrière. Hein. Hormis Giscal, bien sûr, qui est très content de cette défaite de Ricochet, humiliante. Mais non, là c'est une erreur de booking. Alors on enchaîne avec le cage match de 12 minutes 50 entre Roman Reigns et King Corbin qui était complètement pourri. Victoire de Roman Reigns et un coup de chaîne dans la gueule de King Corbin. Là. Ouais, un Superman punch avec la chaîne sur le poing. Mais alors les phases où ils sont montés sur la cage et tout. Mon Dieu, que c'était mauvais! Mais que c'était mauvais! C'était long. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais il y a eu un moment, ils sont montés sur la cage et ils sont montés jusque tout en haut de la cage où ils sont assis l'un face à l'autre. Alors ça, c'est des spots qu'on a déjà vus plein de fois dans des styles catch match, mais là, c'était mal réalisé, c'était ouais. Et comment ils ont galéré pour redescendre les deux mecs après derrière, quoi. Ouais, c'était zéro. Ah, mais qu'est-ce que c'était mauvais, mais oh là là, purge. Ah non, mais là, c'était purgesque, hein. C'était et pourtant, bon, je suis pas un aficionado de Baron Corbin, mais bon, j'aime plutôt beaucoup Roman Reigns, quoi. Mais malgré tout, là, non, là, ça passait pas. Là, je me suis dit, là, et tu sais quoi, non, mais plusieurs fois, de toute façon, dans ce pay-per-view, je me suis dit, mais ils sont en train de se foutre de notre gueule, quoi. Ils se foutent de notre gueule. On est dans un pay-per-view à 50 patates, quoi, à 50 putains de millions de dollars, et c'est ça qu'on nous montre, quoi. C'est cette purge, mais c'est pas possible, quoi. Non, mais... le cœur n'y était pas. Hein. Je te l'ai dit hors antenne, hein, mais heureusement, je suis bien content de ne pas l'avoir regardé en direct. Hein. Je suis bien content de l'avoir regardé en replay et d'avoir d'avoir fait du fast forward, quoi. Tellement c'était mauvais, tellement c'était long.
Et alors là, le style quel match, mais je crois que c'était le summum à ce moment-là du pay-per-view. Ouais, là, on était au degré zéro de l'ambiance. Ah là. Ouais, non, il n'y a rien qui m'empêche. C'était mal réalisé en plus au niveau visuel. Hein. Les caméras n'étaient pas placées où il fallait. Ouais. Alors il y avait un problème. Hein. Ouais, alors la cerise sur le gâteau, ça en plus, ouais. Mm. C'est la Real, quoi. Alors là, la Real, ça a été la cerise sur le gâteau pendant ce match, quoi. C'était Nawak. Nawak. Ouais. Non, zéro pointé pour ce match entre Roman Reigns et le roi Corbin, qui commence à bien nous saouler, Corbin. Hein. Il serait temps qu'il retourne en mid-card, affronter quelqu'un d'autre, là. Et puis qu'il nous laisse un peu tranquille. Allez, les filles, chez à Jeddah. Oh purée. Oh, je suis en train de me transformer en Captain Nexomil, là, ça y est. Ah, ça y est. Oh, putain, La dépression est là pour tonton Chris. Ouais, là, ça y est, là. Allez, on reprend un petit peu de stimulant, hein, quel qu'il soit. Et c'est parti. Bayley affronte Naomi. 11 minutes 30 de match. Assez approximatif aussi. Hein. Il n'y a pas vraiment d'alchimie entre les deux. Hein. Moi, je trouve. Hein. Naomi, elle va même se foirer sur une manœuvre difficile hein, où elle saute sur la corde et elle prend son élan pour, je suppose, porter une close line, mais elle n'y arrive pas et elle s'écroule sur Bayley. Voilà. Botchamania, c'est quand même Bayley qui domine pas mal le match. Elle va tenter le Bayley to Bayley, mais Naomi va se relever. Mais Bayley va réussir à gagner avec une manœuvre assez surprenante. C'est-à-dire que Naomi se plante sur son Starship Pain moonsault là et Bayley va lui coincer les jambes dans le t-shirt hein, parce que les deux portaient de t-shirt comme on est à Jeddah, il faut cacher le corps. Elle va lui coincer les pieds dans le t-shirt et elle va porter son finish là où elle écrase la face de son adversaire avec son genou. Et ça permet de faire le tombé de 3 et victoire de Bayley. Ouais, c'était pas bon non plus. Hein. Ah, mais ce finish, mais ce move, mais trop pourri pour finir le match, quoi. Alors, déjà que c'était pas bien brillant, mais alors. Bon, écoutez, c'était de la merde. Voilà, mon avis, c'était de la merde. Et je lance un appel à Rhea Ripley, je lance un appel à Bianca Belair, je lance un appel à Yoshirai. Venez sauver la division féminine du show bleu. Je vous en supplie, les filles. Faites quelque chose, envahissez le bureau de Triple H, envahissez le bureau de William Regal, exigez de monter dans le main roster du show bleu, parce que franchement, c'est de la merde. Voilà, je n'ai que ça à dire. Period. Bah, je serais moins vindicatif que toi. J'aime bien le personnage de Bayley. Maintenant, le problème, c'est qu'elle a pas un catch de heel. Alors, c'est assez difficile dans le ring d'avoir quelque chose dans lequel on peut s'investir à chaque fois. Dans ce match-là, il y a quand même un bon problème de timing entre les deux. Ah bah ouais. Et c'est moins qu'on puisse dire. Et du coup, ils auraient dû faire un match simplement Naomi qui fait un déroulé tout le long du match parce que nous, on voulait voir catcher Naomi. De toute façon, on n'avait pas envie de voir Bayley plus que ça. Et puis une victoire en trade de Bayley au final. Mais oui, là, Naomi, elle se fait dominer tout le long du match. À chaque fois qu'elle a une offense, elle se fait contrer. Donc elle passe pour une clown. Et derrière, Bayley, elle gagne rien puisque de toute façon, on n'a pas vraiment envie de la voir. Mais oui, là, il aurait fallu un ressort classique avec une face qui domine le match complètement et un heel qui s'en sort avec de la grosse triche, de famille, quoi, un truc hyper old school. Là, on nous a fait un match, mais d'une qualité mais catastrophique, avec du botch, avec un finish complètement pourri, mais oh, qu'est-ce que c'était mauvais. Oh là là, qu'est-ce que c'était mauvais. Oh. Mais bon, c'est quand même rigolo ce clin d'œil au t-shirt là, parce qu'effectivement, on va pas catcher en t-shirt. Alors, bon, c'est le choc des cultures. Voilà, donc c'était pas terrible. Et ben, on arrive au main event, tout doucement. Hein. Voilà. On va pouvoir prendre notre petite capsule de cyanure et s'arrêter là. Donc c'est Goldberg qui affronte le champion Bray Wyatt, The Fiend, dans un match qui a duré 3 minutes. 3 putains de minutes. Oh là là. Ouais. Alors pour faire bref, spear de Goldberg, Bray Wyatt se relève, Bray Wyatt tente le mandible claw, coup de boule de Goldberg qui réussit à s'échapper, spear de Goldberg, je crois, mandible claw de The Fiend, Goldberg qui réussit à s'échapper et jackhammer et
c'est fini. Voilà, 4 spears et un jackhammer. Et un jackhammer d'une qualité faramineuse. Ouais, Jack Hammer l'arrache. Hein. C'est passé tout juste. Hein. Goldberg se relève, il est le nouveau champion. Il a du mal à marcher parce que dans les genoux, c'est plus ça. Et The Fiend se relève pendant que Goldberg est en train de célébrer. Il n'a pas l'air très content, mais les lumières s'éteignent et il disparaît. Et Michael Cole nous dit, et comme ça, d'un seul coup, The Fiend disparaît. C'était triste, c'était désespérant. Ah ouais. Je comprends que Goldberg a besoin d'être champion pour WrestleMania. Là, c'est pareil, il fallait faire autre chose, les enfants. Hein. L'exécution est très mauvaise. Hein. Oh, mon Dieu. Ah, rarement j'ai été aussi triste d'avoir annoncé ce qui se passait, quoi. Parce que allez écouter la dernière review de SmackDown. IRM, l'histoire du film et tout ça. Et moi, je lui ai dit non. Tu vas voir, c'est Goldberg qui va gagner, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Dans un match d'une qualité, bon, alors là, on était en dessous de la moyenne, hein, de toute façon. Encore à noter quand même que 2 matchs de championnat du monde, 2 matchs de championnat qui se terminent en moins de 3 minutes, quoi. Ouais. Ça fait quand même mal à la gueule, quoi, déjà. Voilà, on a quand même un type de 53 ans, bordel, qui prend le titre de champion du monde. Avec face à un personnage qui est construit comme jamais, c'est-à-dire qui est là depuis des mois, et que ça faisait peut-être des années que la WWE ne s'était pas autant cassé les couilles à construire un personnage, à faire une vraie histoire, à créer une vraie mystique autour de lui, etc. Et le gars, il se fait défoncer par Goldberg. Non, moi, pas, quoi. Moi, ça passe pas, quoi. Moi, voir Goldberg champion du monde, de toute façon, en 2020, quoi. En 2020. Non. Pas champion du monde, champion de l'univers. Hein, ouais, champion. La ceinture blague. Ouais, champion de l'univers. Si la ceinture de la honte. Non, mais non. Moi, je sais pas comment t'as appréhendé tout ça, mais moi, de mon côté, j'étais atterré. Hein. En plus, si tu veux, on aurait eu ça à la fin, en main event, d'un pay-per-view qui serait bien tenu, où on aurait eu plusieurs matchs vachement excitants, où on serait dit, ah ouais, c'était plutôt pas mauvais. Bon, t'aurais avalé un peu plus facilement la couleuvre. Mais là, tu sors d'une purge de 3 heures et tu finis par ce truc-là. Et tu te dis, mais non, c'est pas possible. Le film ne peut pas perdre le titre comme ça. Non. Moi, c'est pas possible, quoi. C'est la douche froide après le Royal Rumble, hein, parce que le Royal Rumble était quand même excellent. Et là, on a, pour moi, un des pires pay-per-view de l'histoire. Alors, moi, je comprends toutes les retournements de storyline, les virages dans l'histoire à 90 degrés, là, 360, pour voir, enfin, dans 360, on vient où on est. Donc, voir Goldberg devenir champion, je comprends. Pareil, voir Brock Lesnar dominer Ricochet, je comprends. Parce que là, pour WrestleMania, ils ont vraiment besoin d'avoir des grosses affiches parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a visiblement un problème pour remplir les salles depuis un moment à la WWE. Sous toute l'année 2019, c'est catastrophique parce qu'ils ont perdu de l'argent quand même là-dessus. Alors, ça met pas en péril la WWE parce que ça fait longtemps qu'ils se reposent plus sur les recettes des house shows. Hein. C'est effectivement les deals télé, ce deal en Arabie Saoudite qui fait fonctionner la machine. Mais reste que les voyantes sont rouges sur la base du métier qui est quand même de remplir des salles avec des galas de catch. Et là, WrestleMania, ils n'ont pas le droit de se planter. Il faut qu'ils remplissent le stade et surtout qu'il y a une histoire de revendre les pay-per-view à l'ancienne manière, c'est-à-dire via des plateformes qui proposent le pay-per-view. On serait plus sur le network à regarder notre show tranquillement. Il faudrait débourser de l'argent pour le regarder, ce pay-per-view. Donc, il faut impérativement des grosses stars parce que, de ce que je comprends, tu mets un main event entre The Fiend et Roman Reigns, c'est pas avec ça que tu remplis le stade et c'est pas avec ça que tu vendras des pay-per-view. Donc, on va faire sortir les grosses stars, l'Undertaker, Goldberg, Brock Lesnar, il y a John Cena qui revient aussi, histoire d'avoir une grosse affiche avec du star power, en veux-tu, en voilà. Maintenant, ceci étant dit, ça étant compris,
le gros problème, c'est l'exécution du bordel, parce que c'était lamentable. Tous les matchs étaient mal bookés. On les a vus un par un. Hein. C'était à chaque fois, ils ont pris de la mauvaise manière de les faire. Les performances étaient mauvaises. Faut bien se rendre compte que Goldberg, il est plus trop en état de catcher. Et en même temps, tu tues des trucs sur lesquels tu as travaillé. Alors d'accord, ça fonctionne pas, hein, Bray Wyatt, aussi bien qu'il le voulait, mais l'enterrer comme ça d'un seul coup, c'est quand même un peu violent. Ouais, et puis après, il y a toujours... c'est que des mauvaises idées, en fait. Hein. Ouais, et puis il y a toujours le fameux débat entre les part-timers et les mecs qui bossent à l'année, quoi, tu vois, qui sont là. Moi, je suis désolé, hein, mais moi, je fais partie du camp de ceux qui considèrent que les méritants, c'est quand même les mecs qui font tourner la boutique tout au long de l'année. The Fiend, Bray Wyatt, il bosse comme un dingue. On peut pas lui reprocher ça, quoi. C'est-à-dire que le mec, il bosse comme un dingue depuis des mois. Il s'est complètement repackagé. Il nous a sorti une gimmick hyper originale, un personnage qui tient la route. Il est pas fou, c'est pas fou au niveau du in-ring. Mais je veux dire, il a créé une telle mystique autour de tout ça que le gars mérite pour moi. Et si tu veux, ça fait chier de voir un Goldberg qui est venu choper son chèque en Arabie Saoudite, qui a débarqué 2 semaines avant le House Show glorifié là, et qui gagne son titre tranquillou, tout ça pour, comme tu le dis, avoir des gros noms à WrestleMania. Parce qu'il y a vraiment un impératif d'avoir des gros noms à WrestleMania. Mais ouais, non mais je le comprends. C'est vraiment ce qu'il joue, mais après, il faut quand même voir que The Fiend, il va aller affronter John Cena, du coup, donc c'est pas dégueulasse à WrestleMania d'arriver face à John Cena. Mais ouais, ça on n'en sait rien encore. L'exécution du truc, c'est ou pas, quoi. Mais pour l'instant, moi, j'en sais rien. Mais si tu veux, quoi que ce soit, qui l'aille affronter de toute manière, là, on parlait de Super Showdown et sur le moment présent, sur l'instant présent du pay-per-view que tu regardes, tu te dis mais non, je suis en train de me faire arnaquer là. Je suis en train de me c'est ça le problème, c'est l'exécution du truc qui n'est pas bonne. Ouais. Les matchs sont mal bookés déjà, ils sont pas intéressants, le public s'investit pas dedans parce que c'est des matchs de weekly mal bookés où on sait pas qui est le gentil, qui est le méchant. C'est toujours ça, il y a pas de spot dont on va se souvenir, rien du tout, à part un botch par-ci. C'est vraiment mal exécuté. Donc à partir de là, on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, c'est que c'est mauvais. Et c'est mauvais pour le business. Donc c'est souvent le problème avec ces shows à Jeddah. C'est ce qu'on dit toujours, c'est que c'est un house show glorifié. Et là, on a eu le plus bel exemple. Et d'ailleurs, on va galérer, je pense, pour donner notre top, notre flop, et notre note pour le mot de la fin. Ouais. Va falloir en trouver un top. Ouais. Alors écoute, ce que j'ai décidé de faire pour nous aider un peu, c'est que nos collègues Giscal et IRM, et ça nous donnera peut-être de la motivation pour nous deux après. Les commentaires de ce que ça a coupé, peut-être qu'on t'a pas entendu. Tu as sous les yeux les commentaires de IRM et de Giscal. Hein. Voilà, exactement, quoi. El Patron et l'inénarrable Giscal qui nous ont laissé pour cette review leur top flop note. Donc concernant le Giscal, son flop, je lis, hein, and I quote. Flop, la manière dont le film a perdu, pas sa défaite en tant que telle qui était inévitable. Je pense qu'il pouvait plus protéger la mystique de son personnage. Et son top, c'est la mise en scène du retour et la victoire du Taker. Super moment, surprise à l'ancienne, c'était très très cool. Et sa note 3. Voilà, la note 3. De Giscal, c'est donc 3 étoiles pour Super Showdown. Et concernant IRM, écoutez, son flop, c'est la note de Giscal. Et son top à IRM, au El Patron, c'est l'épisode de 24 qui est dédié à R-Truth, qui a été diffusé juste après Super Showdown. Ouais, c'était le meilleur moment. Voilà, le meilleur moment de la soirée. Et la note de IRM, c'est 1,75. 1,75. Voilà. C'est bien payé, hein. Ouais, c'est bien payé. Alors moi, concernant merci IRM et Giscal de nous avoir lancé le truc, parce que c'est très très compliqué à gérer, ça, ce moment, cette procédure catch-upesque. Moi, mon top, je vais le donner aux pyros. Voilà. Les pyros, c'était génial. Voilà, du début à... Si vous aimez les feux d'artifice, voilà, à l'EHPAD, on n'est plus tellement habitué à ce genre de truc, à part Ric Flair qui fait péter 1 ou 2 pétards de temps en temps. Ouais. Voilà. Donc la pyro, c'était génial. Ce pay-per-view, c'était vraiment le truc assez incroyable du début à la fin. Donc je vais le donner à la pyro. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Mon flop, je vais le donner à l'ensemble du pay-per-view.
et dans son intégralité, du début à la fin. Voilà. Et ma note, ça va être un 0. 0, ouais. Voilà. Mais clairement, alors je sais qu'il y en a qui vont hurler, hein, parce que j'ai lu à droite, à gauche, hein, mais c'est pas grave. J'assume l'entière responsabilité de ma note, et donc je mets, pour la première fois de mon histoire à catch-up, je mets un 0. Voilà. Bonne chance, Ringside. C'est ça, l'heure est grave. L'heure est très grave, ouais. Je me dois de sauver la WWE, parce que je vous rappelle qu'on est payé par Vince McMahon. Alors, le top, j'ai envie de le mettre à ces feux d'artifice là qui ont fait qui ont rajouté une touche de spectaculaire au show. On avait vraiment l'impression d'être un événement aussi important que le 14 juillet ou que la fête du Grand-Duché du Luxembourg. Et moi, j'aime la fête. Le flop, je vais devoir le donner à l'intégralité du show qui a enchaîné nullité en nullité, erreur de booking et décisions scandaleuses. Impossible à accepter de la manière dont ça a été donné. Et je vais pas être aussi sévère que toi sur la note, je vais mettre un 0. Voilà. Tu nous as quittés, il est mort. Il est mort, ce bon vieux Chris. Mon Dieu. Infirmière. Infirmière. Ah, voilà, il est de retour. Ah, j'avais perdu. Ah, mais c'est toi que j'avais perdu. Tu ne clignotais plus. Tu étais là. J'étais perdu. J'étais abandonné seul contre tous. Ah non. Oh mon Dieu. Ah bah alors je sais pas parce que moi je t'entendais pas alors. Ah bah moi non plus je écoute, t'entendais pas. Je crois que le mec d'avoir mis un 0 là, je pense que Vince il a dit non mais là vous coupez l'accès à internet à Ringside c'est la censure. Ah ouais, c'est la censure. Les McMahon ils ont dit non mais à catch-up ils ont perdu la raison là, il faut tout arrêter là. Bon bah écoute, on regardera ce que ça donnera dans l'enregistrement avant de le mettre en ligne. Bon en gros j'ai mis la même chose que toi, feu d'artifice en top, la totalité du show en flop et 0. 0-0, voilà. La tête à Toto. C'est ça, Super Showdown. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas vu un show aussi nul. Il y avait vraiment rien. C'était vraiment c'était vraiment exécrable. On se rattrapera à l'Elimination Chamber, hein? Ah bah je pense qu'il y aura pas photo. Hein. Il va falloir se lever le cul un petit peu la WWE parce que sinon, il y aura pas grand monde dans les house shows à Paname. Ouais, et puis il faut retour d'un public digne de ce nom aussi. Ouais, parce que là, je pense qu'ils vont se manger de la merde sur toute la route vers WrestleMania, à moins qu'ils arrivent à nous sortir quelque chose d'intéressant d'une manière ou d'une autre. Ouais, voilà, c'était la grosse déconvenue, ce show. Bon, on s'attend jamais à rien quand c'est l'heure de Super Showdown. Mais là, quand même, c'est foutage de gueule complet. Ouais. Foutage de gueule complet. T'as du temps ou t'as pas de temps? Est-ce qu'on peut se lancer sur la All Elite Wrestling? Si tu veux, voilà, on fait quelque chose d'inédit, les enfants. On va aller regarder ce qui se passe à la All Elite Wrestling, la fédération concurrente de la WWE, fondée par le milliardaire Tony Khan, Cody Rhodes et les Young Bucks et Kenny Omega, toutes ces stars de l'indie. Ils vont nous proposer un show exceptionnel, un pay-per-view exceptionnel dont je vais essayer de retrouver la carte. Je l'ai la carte. Tu l'as sous les yeux, ok. Eh ben vas-y, dis-nous tout. Ça commence. Voilà. Écoute, ça va commencer. Enfin, je sais pas si la carte que j'ai est dans l'ordre, mais globalement, ça doit ressembler à ça. Donc le premier match, ça va être un match de tag team la tag team division à la AEW est excellente. Enfin moi, je kiffe énormément la tag team division à la AEW. Et donc ça va opposer le Dark Order à SoCal on Sorcered. Ensuite, on aura un Pac versus Orange Cassidy, qui sera suivi d'un Darby Allin versus Sammy Guevara. Oh là là. Ensuite, on aura un Jack Hager pour le premier combat de Jack Hager versus The Natural Dustin Rhodes. Ah, c'est Jack Swagger contre Goldust, tu veux dire? Ouais, voilà. Ensuite, on aura un match qui est sur une storyline qui dure depuis maintenant quelques mois. Ce sera donc Cody versus MJF.
Et donc, MJF, donc Maxwell, Jacob Friedman. Oui. Et ensuite, on aura donc les 3 titres défendus, puisqu'on aura le Tag Team Ils ont 3 titres. Et ouais, ils ont 3 titres. Wesh. Donc, on a le Tag Team Championship, on aura Kenny Omega, Hangman Page qui sont les champions actuels, qui affronteront les Young Bucks. Mm-hmm. Et on aura, pour le titre féminin, on aura Nyla Rose versus Chris Statlander. Alors là, bon, pour le coup, la division féminine à la IW, c'est très, 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 très compliqué. Et enfin, le main event opposera Chris Jericho à Jon Moxley. Dean Ambrose, du Shield, contre Y2J. Il a toujours son bandeau sur l'œil. Il a toujours son bandeau sur l'œil, ouais. Ah bah, donc, on a donc 9 matchs à la carte. 9 matchs à la carte. Alors, qu'est-ce que tu as des pronos? Tu veux donner des pronos? Ouais, si tu veux, écoute, bah, on peut te donner l'un après l'autre. Bah, il y a Dark Order versus SoCal Hunter Road. Bah, écoute, pour moi, les Dark Order vont gagner parce que les Dark Order sont en pleine ascension. En fait, depuis le début, ils recrutent à tour de bras. Ils interviennent souvent. Ils sont 8, 9, 10, 12 mecs. Donc, je vois pas comment SoCal va pouvoir s'en sortir. Donc, SoCal, je rappelle, c'est avec Christopher Daniels, Kazarian et Scorpio Sky. Et qui ont été les premiers champions par équipe de la AEW. Mais je vois pas comment SoCal va pouvoir s'en sortir face à Dark Order. Ouais. Alors il faut quand même expliquer que le Dark Order c'est un clan de l'ombre qui réunit les Super Smash Bros, Evil Uno et Grayson. Ouais. Ils ont recruté des catcheurs, des jobbers qui étaient là au Elite Wrestling au début. J'ai plus les noms de la petite équipe qu'ils ont converti. Alors ils ont une espèce de secte comme ça qui fait des vidéos qui parasitent un petit peu l'émission et ils annoncent quand même qu'ils ont leur leader qui va arriver, mais on ne sait pas qui est leader. Ouais. Et ils lancent un petit peu des pistes. Ça pourrait être Christopher Daniels, ça pourrait être d'autres personnages. Ils ont essayé de recruter Shima, je crois, il y a pas si longtemps, le japonais. Ouais. Donc voilà, on aura peut-être la révélation de qui est le leader du Dark Order dans ce show. Mais en tout cas, effectivement, je vois plutôt le Dark Order gagner aussi. Mais bon, on risque d'avoir un spectacle plutôt sympa, puisque généralement, le SCU, le SoCal Uncensored, ils font des bons matchs. J'ai rarement vu faire des mauvais matchs ces gars-là. Non, c'est des très très bons catcheurs. Entre les cordes, c'est excellent. Donc moi, je m'attends à un match assez solide. C'est ça. Daniel et Kazarian, c'est ceux qui ont monté la X-Division à la TNA époque. Donc, vous voyez le genre de match, ça va à 100 à l'heure, Spotfest et compagnie. Bon, un peu mieux que des Spotfest parce qu'ils maîtrisent quand même un petit peu la psychologie dans les matchs. Donc, théoriquement, on devrait avoir un bon petit opener, même s'il commence à se faire vieux un petit peu les deux. Mais Scorpio Sky, il est quand même sacrément impressionnant. Ce catcher-là, il a un sacré avenir. Ouais, je suis d'accord. Allez, le Dark Order gagne. Pac, le Dark Order vainqueur. Ensuite, Pac Orange Cassidy. Bon, bah là, je donne sans surprise Pac vainqueur. Qui Pac sort d'un. Allez voir, il a un Iron match face à Kenny Omega cette semaine, là, mercredi, qui était un gros match entre les deux. Orange Cassidy, c'est une sorte de comedy wrestler hyper over auprès du public, il faut bien le dire. Et qui a une gimmick vraiment spécifique, vraiment un truc qui n'appartient qu'à lui, quoi. Mais bon, en termes de catch, quand même, Pac est 1000 fois au-dessus de lui. Alors Pac, pour situer, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'ancien Neville à la WWE et qui est dans un rôle, c'est un catcheur heel et qui est le bastard. Et donc voilà, donc pour moi, sans surprise, victoire de Pac dans ce match. Oui, je pense aussi. Oui, alors le gimmick d'Orange Cassidy, c'est d'avoir les mains dans les poches. Ouais, et puis il fait du air wrestling. Ouais. Il porte un petit peu des coups dans le vent, comme ça. C'est rigolo. Bon, maintenant, le mettre en pay-per-view contre Pac, c'est un peu sec, quoi. Ça aurait suffi en weekly, mais bon. Ouais, ça, c'est un peu surprenant. Ça se trouve, ça sera dans le pré-show, ça. Mais ça m'étonne quand même que Pac aille dans le pré-show. Mais c'est vrai que je t'avoue que je suis d'accord avec toi. Pour le coup, je suis assez étonné que ce match-là ait été mis à la carte de Revolution. Ouais, bah je vois bien Pac devenir après le prochain prétendant à la ceinture suprême. Une fois qu'on en aura terminé entre la rivalité Moxley et Jericho, parce que c'est quand même un des plus gros noms de la Fédé. Victoire de Pac. Un peu déçu que ce soit contre Orange Cassidy, mais bon. C'est comme ça, la Elite de Wrestling. Alors ensuite, on a Darby Allin versus Sammy Guevara.
Ouais. Un jeune complètement dingue. Lui, il est complètement dingue dans le ring. Parfois, il fait n'importe quoi. Hein. Il faut bien le reconnaître. Clairement. Il fait partie de cette génération de catcheurs qui font. Ouais. Il fait partie là de cette génération de catcheurs des 19-25 ans là qui des fois font vraiment n'importe quoi. Ils sont absolument pas sécures dans le ring. Mais bon, du coup, le paradoxe, c'est que ça en fait un mec assez spectaculaire quand même, malgré tout. Voilà, il vient avec le visage moitié peinturluré. Voilà, il est un peu gothique émo. En short avec des bas. Un skater gothique, quoi. Voilà, skater gothique. Skater gothique, ce qui est assez original en soi. Et il affronte Sammy Guevara, qui est le jeune aussi tout fou de l'Inner Circle, le clan de Chris Jericho. Et Sammy Guevara, qui fait, moi, je trouve que c'est un catcheur très intéressant, ce jeune, qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus sécure entre les cordes, qui a un catch beaucoup plus classique, qui fait des trucs assez rigolos avec des pancartes, etc. Sammy Guevara, moi, c'est un catcheur que j'aime bien, qui utilise bien tout le truc de la nouvelle génération des millennials là, avec les téléphones portables, avec les interactions avec les réseaux sociaux, les choses comme ça. Donc, pour le coup, dans ce match, moi, je donne une victoire à Sammy Guevara. Ok, ouais, une bonne tête à claque, Guevara. Ouais, tout à fait, ouais. Formidable tête à claque, ouais. Pas mal travaillé au Mexique. Bon, c'est un combat d'enfants. Je vais mettre la victoire, moi, sur Darby Allin. C'est pas, là, par exemple, ça, c'est pas les trucs qui m'intéressent trop, ou les Elite Wrestling, parce que, bon, c'est bien de faire catcher des jeunes, mais il n'y a pas de physique, il y a pas de. Ça décrédibilise un peu tout, je trouve, ces mecs-là. Même si, visiblement, Darby Allin, ça fonctionne super bien, il est super over, un peu à la manière d'un Jeff Hardy en son temps. Mais honnêtement, quand il est face à un gaillard qui a une carrure qui se respecte, pas super crédible, tout comme Guevara, qui est un peu une petite tablette. Hein. Mais bon, ils vont dans Spot Fest, ça devrait être sympa. Par contre, je pense que ce serait la victoire de Darby Allin. Ce serait bête de faire perdre Darby Allin, qui est quand même bien over auprès du public, quoi. Donc, c'est un peu un babyface, quoi. Donc, ouais. À l'heure actuelle, c'est un peu un baby. Je vois pas quel est l'intérêt de faire gagner Guevara. Hormis pour faire plaisir à tonton Chris. Voilà, allons-y, enchaînons. Jack Hager versus Dustin Rhodes. Ouais. Jack Hager pour son premier match à la AEW, puisque jusqu'à présent il se contente d'être un garde du corps de Chris Jericho. Ouais. C'est d'autant plus surprenant presque de le voir dans la carte, Jack Hager, puisqu'il a un match de MMA prévu d'ici peu. Ah ouais. Donc je suis pas forcément super convaincu qu'on va avoir un long match là-dessus. Moi, je suis même pas sûr qu'on aura un bon match. Et un bon match encore moins, ouais, tout à fait. Faire perdre Jack Hager pour son premier match. Donc je vais donner Jack Hager, mais je peux pas dire que je suis super motivé. Ouais, je pense Jack Swagger aussi. Bon, ils nous offront un match classique. Hein. Ouais, ça va être. Comme ils savent faire. Hein, ouais. Goldust, c'est un professionnel du ring. On l'a vu là, prend une petite jeunesse là, à All Elite Wrestling. Même si son catch c'est toujours le même, hein, sa routine c'est toujours la même, mais comme il est un peu mis en avant, il a un peu cette petite aura du fils prodige. Hein. C'est pas mal. Je pense qu'ils vont nous faire un bon match classique comme ils savent faire. Ouais, ça devrait être un match de 8-9 minutes. Voilà, tranquillou. Voilà. Et puis victoire à la rage de Swagger. Ouais, là on devrait être vraiment dans du classique wrestling. Quoi. Après, derrière, on a l'une des Cody versus MJF. Là, vu tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé entre Cody avec le Steel Cage match face à Wardlow qui est l'enforceur de MJF, les fameux coups de ceinture, enfin tout ce qui s'est passé là. Donc moi je vais donner Cody vainqueur. Ouais, j'espère. Victoire de Cody, histoire de passer à autre chose. Peut-être qu'ils vont vouloir continuer encore la rivalité. Je sais pas. S'ils veulent continuer la rivalité, alors ça sera Friedman qui va. Ouais, voilà. Ouais, c'est du 50-50, honnêtement. Mais en tout cas, ça, c'est un des matchs les plus intéressants de la carte. Hein, on n'a pas vu beaucoup catcher MJF. On sait que c'est un très bon catcheur. Cody, généralement, il fait bien le spectacle. Donc, je pense qu'on aura un bon 3 étoiles sur ce match-là. Ouais. Ensuite, on a donc avec les champions qui sont Kenny Omega, Hangman Page, qui est une tag team un peu dysfonctionnelle, avec un Adam Hangman Page alcoolique.
qui affrontent les Young Bucks. Donc là, un match, j'ai été très surpris qu'ils bookent ce match. Voilà quoi, parce que c'est quand même deux équipes face. Et, sauf bon, Eggman Page qui a un alignement un peu particulier ces dernières semaines. Et où visiblement l'entente avec Kenny Omega est quand même laisse largement à désirer. Mais je vais aller vers le Omega et Page conserve. Même si je suis pas super convaincu. Ouais. Peut-être pour en revenir au match d'avant, Cody MJF, quand même expliquer que MJF était protégé de Cody, trahi. Il a tout fait pour éviter le match de ce soir. Avec des clauses folles, hein. C'est-à-dire que Cody n'avait pas le droit de le toucher, il a dû se prendre 10 coups de fouet, il a dû affronter Wardlow dans la cage. Voilà, Cody a vaincu toutes ses épreuves et il a le droit maintenant d'aller casser la gueule à MJF ce soir au pay-per-view. Hein. Voilà. Donc là, tu m'as dit, on était sur le tag team. Donc voilà, les champions. Donc c'est Kenny Omega et Eggman Page qui ont du mal à s'entendre puisque Eggman Page est alcoolique, il boit de la bière, on l'a vu à l'écran. Et du whisky. Voilà. Et les Young Bucks, ils sont les challengers numéro 1. Je tiens juste à faire remarquer que pour cette fédération qui met en avant le catch tag team, les champions c'est quand même 2 catcheurs solo random qui sont mis ensemble. Ça me rappelle une autre fédération que je ne nommerai pas. Mais bon, là, je vois la victoire des Young Bucks quand même, qu'il serait temps qu'ils aient les ceintures parce que c'est quand même la meilleure équipe au monde. Voilà, il est temps d'avoir la scission entre Omega et Page pour qu'ils lancent vraiment leur rivalité et poser les Young Bucks comme les grands champions de la All Elite, ce qui devrait être depuis le départ. Et j'attends un gros match parce que là il y a du showman dans cette Ah ouais, par contre là en termes de qualité in-ring, je pense que ça va envoyer du pâté. C'est ça. Là, je m'attends à un très bon match quoi. Ouais. Alors, les Young Bucks, ils ont quand même fait le spectacle partout. À la New Japan, c'est pareil. Omega, il a mis la New Japan sur la carte avec ses matchs phénoménaux contre Kazuchika Okada et contre d'autres. Voilà, là, normalement, on a l'élite du catch dans le monde, donc il va falloir sortir un match extraordinaire. Je ne vois pas moins d'un 4 étoiles. Ah mais ouais, non mais là ça doit être un des plus gros matchs de la soirée si c'est pas le plus gros match de la soirée. Ouais, il peut être dans le top 10 des matchs de l'année à la fin de l'année. Ouais. Et le main event? Ah non, il y a les filles. Non, ensuite il y a le match, le titre féminin, pardon. Ouais, Nyla Rose versus Chris Statlander. Ouais. Alors juste pour dire un mot de cette affiche-là, c'est que la Tag Team Division, j'y arrive pas, la division féminine à la IW, elle est à mon goût très 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 faible, de très très mauvaise qualité. Pour l'instant, je ne peux pas te sortir un seul qui m'est marqué chez les filles. Si, il y a Shana, la française. Alors ouais. Ça fait plaisir de la voir à ce niveau. Alors voilà, j'allais y venir d'ailleurs. Mais après, dans les filles, on va dire sur le roster féminin de ce qui m'a été montré jusqu'à présent, il n'y a rien qui m'a emballé des masses. Sauf voilà, il y a une que j'aime bien, c'est Shida, la japonaise, que je trouve excellente dans le ring et coup son entrée, enfin voilà, c'est une fille pour qui j'ai une certaine affection et une des seules qui arrive un petit peu à me donner le smile quand elle débarque. Et après, il y a ce fameux truc, voilà, de Shana, comme tu l'as dit. On a donc une petite française dans une grosse fédé américaine qui fait son trou, qui a plutôt une bonne interaction avec le public. Elle a participé à un Fatal 4-Way mercredi qui était plutôt pas mal, où elle a fait plutôt une bonne perf. Elle est plutôt plutôt de bonne qualité in-ring. Je lui souhaite que du bien à cette fille. C'est ça. Il faut qu'elle s'impose dans le roster. Il y a une carte à jouer parce que il y en a aucune qui a le niveau. Donc c'est hormis Nyla Rose qui était un mec, je crois, au départ dans sa vie. Le reste, c'est des filles qui ont pas beaucoup d'expérience, c'est celles qui n'ont pas été prises à la WWE, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Elle a une carte à jouer. Elle a totalement le niveau pour briller à la All Elite Wrestling. Donc il faut qu'elle y aille à 100%. Hein. C'est vraiment l'occasion. Hein.
T'as trouvé le bon mot, c'est ça. Il n'y a personne qui peut se permettre de lui marcher sur les pieds, voilà, dans cette division-là. Ouais. Alors après, il y a un petit truc quand même un peu étrange avec Shanna, c'est que donc quand elle est annoncée, elle est présentée comme Shanna from France, etc. Mais par contre, il y a sous l'étiquette qui a marqué sur elle, il y a marqué Portugal, je sais pas quoi. Portugal, parce qu'elle est franco-portugaise. Elle est franco-portugaise, d'accord. Ouais, okay. Mais elle donc si elle échoue, on dira qu'elle est portugaise. Mais tant que ça fonctionne bien pour elle, elle est française. Voilà. Mais comme tu l'as dit, voilà, ok, on est d'accord. Mais comme tu l'as dit, elle a une vraie carte à jouer dans cette division féminine qui est d'une insigne faiblesse. C'est ça, il faut y aller à 200%. Vas-y, Shanna, on est derrière toi. Vas-y, Shanna, on est tous derrière toi. On t'enverra un hashtag. Ouais. Catch-up te soutient. Catch-up te soutient. Et puis bah voilà, le main event, hein, ça sera donc le championnat mondial AEW qui opposera Chris Jericho et Jon Moxley, qui sont en rivalité depuis maintenant un bon moment. Mercredi, c'est complètement parti en cacahuète, puisqu'il y a eu une pesée. Ils ont organisé une pesée style. Ça, c'est chouette. Mercredi, le main event, en fait, s'est terminé par la pesée sur le ring avec Moxley et Jericho, qui était entouré de tout son inner circle. Je vous encourage d'aller voir ce segment parce qu'il est totalement incroyable. Jon Moxley met un coup de boule à Jericho totalement. Jericho termine le segment complètement ensanglanté. Vraiment féroce entre les deux. Ça devrait être pas mal, ça. Ça devrait être pas mal du tout quand même. Ouais. Bon, ça n'a pas toujours fait des étincelles, Chris Jericho, Dean Ambrose à la WWE. Mais bon, on n'est pas dans une cage, il n'y a pas de balai à chiottes, truc comme ça. S'ils font un match old school, qu'on rentre pas dans le hardcore, ça peut le faire. Jericho, moi j'aime bien les matchs qu'il fait à la All Elite Wrestling. Moxley, c'est plutôt cool aussi. Ouais, puis Moxley est hyper over. Il est hyper over, c'est un peu le moment de capitaliser dessus aussi, en effet. Oui, c'est la folie. Hein. Chaque fois qu'il rentre dans le stade, c'est la folie, Moxley, à l'heure actuelle. Il a la foule derrière lui au taquet. On sent qu'il s'éclate. Ouais. Et ça fait du bien de le voir comme ça, parce qu'on sentait vraiment, la dernière année en particulier à la WWE, on sentait vraiment que là, ça allait plus, quoi. Et alors que là, depuis qu'il est à la IW, on sent vraiment qu'il s'éclate, qu'il prend du plaisir, et du coup, ça fait plaisir en tant que suiveur de voir ça. C'est ça. Donc victoire de Jon Moxley, hein, il est temps qu'on le voie arriver avec la ceinture, qui casse des gueules façon Steve Austin tout au long de la semaine. C'est ça qu'on veut voir. Je vais te suivre. Moi aussi, je vais donner Moxley. Voilà. Et après, on a un Moxley pack pour la suite. C'est pas mal ça. Voilà, on a fait le tour de la carte. Hein. Donc ça, c'est ce soir, 1h du matin, je suppose, un truc comme ça, 1h, 2h. Ouais, ça doit être ça, ouais. Alors, c'est pas sur la UW Network, c'est pas sur le WWE Network, il faut payer. C'est sur Fit TV, non? Ça se passe. Ouais, on regardera. Non, c'est la TNT? Non, je sais même plus. Je pense pas qu'il passe sur la TNT, je pense que c'est un pay-per-view. Ah oui, c'est un pay-per-view, t'as raison, mais oui, c'est un pay-per-view. Ouais. Pas sur la TNT, Voilà, donc vous voulez le voir, vous l'achetez. Voilà, à l'ancienne. Voilà, on a un peu parlé de la... Sympa, ça change. Voilà ce qu'il faut retenir. Un Super Showdown à 0 et un AEW Revolution qui s'annonce quand même plutôt sympathique. Alors, on va passer à l'autopromo rapidos. Je vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, iTunes, PodCloud. On est partout. On est aussi en version vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas non seulement à vous abonner parce que c'est gratos, mais à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'on diffuse quelque chose. Et ring the bell! Ring the bell! Ring the bell! Faudrait pas que vous loupiez des émissions. Mettez des commentaires partout où vous pouvez. Mettez des likes aussi, ça nous fera plaisir. Voilà, dites-nous un peu ce que vous avez pensé de ce Super Showdown. Et si vous attendez quelque chose de la All Elite Wrestling, si vous voulez qu'on fasse plus d'émissions sur la All Elite Wrestling, dites-le nous. Mon bon Chris. Ouais, on est sur Facebook et sur Twitter et sur machin. De toute façon, tout est dans la description. Mon bon Chris, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, mon ringside. Le bonjour à Sting et aux infirmières.
Pas de Surtout problème. la petite blonde là avec le gros. Alors, et puis merci à tout le peuple de Catch-Up. Et on se retrouve très bientôt avec les reviews de SmackDown de Raw, par les copains. Et puis on se dit à tout bientôt. Vive le catch, ciao ciao. Salut ignoble Ringside. Salut peuple de Catch-Up. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Finalement, c'est simple les reviews sur Catch-Up.